Bonjour mes amis, alors vous allez vous rhabiller de deux manières différentes dans cette vidéo parce que j'ai commencé à faire une vidéo hier que j'allais mettre en ligne et il s'est passé un truc entre temps. D'abord je me suis rendu compte que j'avais oublié de donner certaines informations et deuxièmement, Karim a fait une vidéo explicative sur sa chaîne Karim Ben Abdelkader sur la situation en France, la situation tendue entre la France et l'islam dit de France. Il explique à sa façon ce qu'il pense de ce sujet, et il a aussi expliqué ce qui s'est passé avec moi et certaines personnes qui m'ont fait des reproches, etc., etc. Il a expliqué tout ça, donc du coup, je suis obligé de supprimer une partie de ma vidéo parce que ça fait doublon, ça sert à rien, et donc je refais, et donc je rajoute en plus les infos dont je n'avais pas parlé hier. Voilà, donc il faut savoir une chose, c'est que je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Jim, tu baisses ton froc parce que tu t'es fait remonter les bretelles par Karim ». Non, 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 pas du tout. Je me suis fait remonter les bretelles par personne, à part ma conscience. Hein. Alors je vais en profiter pour faire une petite mise au point entre vous et moi. Hein. Quand quelqu'un se permet de donner des leçons, comme ça peut m'arriver souvent, hein. Je le dis, hein, je reconnais, hein, il faut savoir se regarder dans la glace aussi. Hein. Et qu'on n'est pas d'une idéologie ou d'une foi, ou qu'on n'est pas d'une idéologie religieuse particulière, il faut savoir ne pas froisser les gens. Or, je ne vais pas me répéter 150 fois, il s'avère que je me suis permis effectivement de faire un petit aparté qui n'était pas pour moi méchant, loin de là, qui n'était pas une critique non plus, c'était entre guillemets un conseil, parce que j'avais la peur j'ai toujours d'ailleurs, on va dire, je crains qu'il arrive des choses terribles, voilà. Et je me suis permis en tant que non-musulman de donner des conseils sur le port du voile à des femmes musulmanes et à des hommes musulmans. Ça ne se fait pas, c'est tout, voilà, et donc je m'en suis excusé. Point. Pas revenir là-dessus, point. Je ne vais pas baisser mon froc, c'est pas une question de baisser son froc ni machin, c'est une question de dire, voilà, j'avais pas à le faire, et je ne pas pour autant non plus envie, ni pour but de me mettre des communautés à dos, c'est pas du tout mon discours. D'accord? J'ai bien expliqué. Là-dessus, je reçois des menaces, et il faut quand même que vous le sachiez, je reçois des harcèlements et des menaces de gens qui disent on va venir te trouver, mais si vous voulez venir me trouver, il n'y a pas plus simple, il y a plein de gens qui viennent me voir tout au long de l'année, vous m'écrivez à jimleveilleur@gmail.com, et encore, c'est plus simple. Vous me contactez à Jim, le veilleur sur VK ou sur Facebook, vous prenez rendez-vous et vous venez me voir. Et c'est parce qu'il y en a plein qui veulent venir me tuer. Alors vous faites la queue, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Si ceux d'avant vous n'ont pas réussi à me tuer, vous aurez votre chance. Voilà. Si vous croyez que moi je suis un sans-couille, venez me voir. Voilà. Maintenant, si vous avez été banni de ma page, si vous avez été banni de mes comptes YouTube, c'est parce qu'il y a des raisons à ça. Les raisons, elles sont les suivantes. Primo, vous avez utilisé l'insulte, et j'ai toujours dit que je bannissais les gens qui utilisent l'insulte. Deuxièmement, vous avez utilisé le jugement. J'ai toujours dit que je bannissais les gens qui utilisent le jugement. Voilà. Je n'ai pas eu le droit, moi, de juger les musulmans, parce que je ne suis pas musulman, et je l'ai reconnu. Je ne vous permets pas de venir juger ma spiritualité sur ma chaîne spirituelle Jim Leveilleur. C'est clair? Vous venez sur ma chaîne Jim Leveilleur pour écouter ce que j'ai à dire. Si ça ne vous plaît pas, vous changez de chaîne. Si vous voulez parler théosophie, pas religion, parce que je ne parle pas religion, si vous voulez parler philosophie, théosophie, tout ce que vous voulez, je suis ouvert, on parle. Maintenant, si vous vous comportez en donneur de leçons, ça ne va pas le faire non plus. Comprenez que j'ai un cursus, que je suis là pour le transmettre, je ne suis pas là pour vraiment discuter de mon cursus. Vous n'avez pas à remettre en cause mon cursus ni mes connaissances. Je ne vous le permets pas. Voilà. Tout comme les musulmans ne me permettent pas de le faire avec l'islam, et ils ont raison. Mais moi, je ne vous permets pas de remettre en question mes connaissances et mon cursus. Voilà. Si vous voulez en parler, je suis ouvert. Vous voulez me poser des questions, je suis extrêmement accessible. Si vous commencez en me disant « tu te trompes, c'est pas si c'est pas ça », vous n'avez rien à faire sur ma chaîne. Voilà, c'est clair. Et si vous insistez, je vous bannis. Et si vous insistez trop, je vais finir par porter plainte, parce qu'il y en a qui prennent 18 pseudos, parce que j'en ai banni 17. 18 pseudos pour la même personne, et qui continue à m'écrire, à me harceler sous plusieurs noms, parce que je lui dis d'aller se faire foutre. C'est un truc de dingue. Hein, il faut bien comprendre quand même ce que je subis, hein, vous ne le savez pas. Et donc c'est parce que moi je subis ça que je me suis dit, effectivement,
Je n'ai pas le droit, moi, de me permettre de critiquer la spiritualité des autres. Donc je me suis remis en question. Donc remettez-vous en question, vous qui me critiquez. Faites le même travail. Voilà. Et allez écouter la vidéo de Karim sur sa chaîne Karim Abdelkader, qui est une excellente vidéo rectificatrice de ce qui se passe dans le monde arabo-musulman qui se trouve en France et dont il dit lui-même qu'il n'a pas d'avenir en France. Ça passera peut-être mieux dans sa bouche à lui pour la communauté maghrébine, parce que vous acceptez quand même davantage quand c'est un maghrébin qui vous parle que quand c'est un gaouri, hein, n'est-ce pas, hein, ça faut le reconnaître aussi, hein, vous avez un petit côté quand même, vous êtes quand même assez raciste. Hein. Quand c'est moi qui parle de la communauté maghrébine, vous n'aimez pas ça. Parce que c'est un blanc qui se permet de vous parler. Vous avez ce côté-là. Hein. Ça, c'est une critique que je me permets de vous faire gentiment. C'est un truc que vous avez. Hein. Karim l'a admis. Hein. Il m'a dit oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a beaucoup de racistes dans la communauté, c'est vrai, ils n'aiment pas que tu parles d'eux parce que t'es blanc. Tu vois, voilà. Donc ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous devriez être ouvert à discuter avec moi. Parce que moi, je suis ouvert à discuter avec vous sur tous les sujets. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait cette mise au point, ben, je vais parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde. Et puis, je vous laisserai ensuite avec la suite de la vidéo d'hier. Alors, je vais commencer par Christine Lagarde. Hein. Christine Lagarde, vous le savez, qui vient de passer directrice de la Banque Centrale Européenne. On va dire, wow, extraordinaire Christine Lagarde, quelle femme alors, quel cursus, quel talent, elle méritait. Hein. Elle était juste avant présidente du FMI. Attends, la nana, c'est une tronche. Oui. Personne ne dit l'inverse. Sauf que Christine Lagarde, en 2016, elle aurait dû prendre 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Elle a été reconnue coupable dans l'affaire de l'arbitrage tapis, vous le savez. Quelqu'un qui est condamné, qui est pas condamné, attention. Elle, justement, elle a été reconnue coupable, mais elle n'a pas été condamnée. Ça veut dire que oui, effectivement, elle a merdé. Attends, elle a merdé, qu'est-ce que t'en penses, Jean-Louis? Elle a merdé. Bah, t'es coupable, hein, Christine. Voilà. Alors la peine, c'était quoi? Attends, je vais voir. C'était, c'était 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Louis? Non, mais on va non. 2 bounty à Mars. 2 bounty à Marseille, là. On va lui enlever la peine de prison parce qu'elle a quand même bossé au FMI, quand même. Elle rend des services quand même au système, non? Ouais, elle rend des services. Ouais. Bon, alors on enlève l'année là, et puis les 15 000 €, bon bah qu'est-ce que Jean-Louis? Ça sert à rien, de toute façon, elle a du fric, qu'on lui enlève 15 000 ou qu'on lui enlève 15 €, c'est pareil pour elle. Hein. Ouais, ça sert à rien. Bon, on enlève les 15 000 aussi alors. Donc on enlève les 1 an, et on enlève les 15 000, donc du coup, bah, c'est pas la peine de la condamner. Puisque. on enlève les... ouais, non, ça c'est pas oui, non. Bon, alors en fait, ce qu'on va faire, Christine, t'es coupable, hein, t'as merdé, mais vraiment, hein, t'as chié, quoi, t'as fait un truc illégal, hein, mais on va pas te condamner. Allez, vas-y, comme ça tu peux continuer. Hein, tu peux continuer à servir le système, ils ont besoin de toi, on nous a dit qu'ils avaient besoin de toi. Ils avaient des plans de carrière pour toi plus tard. Et puis voilà, et puis qu'est-ce qu'on apprend 2 ans et demi, 3 ans après? Oh, mais Christine Lagarde passe bien, directrice de la Banque Centrale Européenne. Normal, mais normal. Alors comment s'enrichir en enculant les gens tout au long de sa vie? Rentrer dans le système. C'est pas compliqué. Pourquoi vous vous emmerdez? Vous vous emmerdez à être réglo toute votre vie, à pas faire d'impair, à pas avoir de jugement, de condamnation, de garde à vue. Toute votre vie, vous avez une vie exemplaire. Vous faites de l'agriculture, vous êtes agriculteur, hein, vous travaillez 18 heures par jour pour gagner des clopinettes, et vous vous apercevez que dès que vous avez planté des céréales, que ça a un peu débordé de votre champ, vous avez une amende, hein, et puis qu'est-ce qui se passe? Ben, vous vous suicidez, hein, parce que les agriculteurs se suicident aujourd'hui en France dès qu'ils font des fautes. Hein. Et donc, ou alors vous êtes policier, j'en reviendrai après, puis vous en avez marre d'exécuter des ordres qui sont en fait illégaux, et vous vous suicidez. Hein. Mais ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave. Non, mais par contre, si tu fais partie du système et qu'on a besoin de toi, pas de problème. Tu peux faire des trucs qui méritent 1 an de prison, c'est pas grave.
C'est pas grave, on te le donne pas. Tu peux enculer des gosses, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. C'est même recommandé. Hein. Mais sinon, non. Par exemple, dès qu'on n'a plus besoin de toi, par contre, ah non, là attention, on n'a plus besoin de toi, donc fais gaffe, t'es redevenu quelqu'un de normal. On n'a plus besoin de toi, tu es redevenu quelqu'un de normal, donc qu'on va condamner. Balkany. Balkany, il a été protégé pendant des années, puis un jour on a dit, bon, on a besoin de lui encore, Jean-Louis non. Et sa femme? Non, mais bon, on va pas trop là, on va en lâcher que un sur deux. Voilà, donc Balkany, il va passer 9 ans en tôle. Il est en train de souffrir en ce moment, il est en train d'énormément souffrir, il appelle au secours, il appelle à l'aide, ce qui ne me fait pas marrer personnellement, parce que j'ai toujours considéré que la prison, ça devrait être réservé aux gens qui ont tué, qui ont violé, qui ont assassiné, qui ont massacré, qui ont commis des actes irréparables. Tout ce qui est histoire d'argent, c'est réparable. D'autant que dans l'affaire Balkany, apparemment, c'est que leur argent personnel qui a été mis en jeu, et il n'y a pas eu apparemment de détournement de fonds, enfin ça encore, ça m'étonnerait. J'ai pas suivi l'affaire et ça m'intéresse pas, mais c'est que des histoires d'argent. L'histoire d'argent, c'est réparable. Ça mérite pas la prison pour moi. C'est comme le délit d'opinion, ça mérite pas la prison. Bon. Eh bien, aujourd'hui, Balkany, qui a toujours été là, aujourd'hui se retrouve lâché par ses pairs et se retrouve en bas. Quand je dis en bas, c'est la prison, c'est la case départ. Hein. Il n'y a rien de plus difficile pour un homme qui a vécu ça de se retrouver là. Donc, il faut être un petit peu clément. Voilà, je trouve que ça mérite des condamnations, des amendes, etc. Des peines de prison avec sursis, pourquoi pas. Mais de la prison exécutive, c'est extrêmement grave et c'est extrêmement douloureux pour un être humain. Voilà, je tiens à dire. Donc, allez comprendre pourquoi c'est Balkany qui a trinqué, ça on ne le saura probablement jamais. Hein. Alors, chez les pompiers, vous savez qu'ils ont refusé de faire la sécurité à Mayotte de l'avion de Macron. Celui qui s'est permis de dire Macron, je démissionne et va te faire enculer, je cite ses propos, qui s'appelle Nicolas B. Il vient d'être suspendu puisqu'il a insulté M. Macron. Hein, voilà. Donc il a été suspendu, il a dit je m'y attendais de toute façon, voilà. Il a été suspendu, mais c'est pas définitif, mais il a été suspendu. Alors moi je dis, aujourd'hui évidemment t'as pas le droit d'insulter Dieu le Père. Eh non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. C'est-à-dire que si tu ne veux pas te laisser tirer dessus sans réagir, t'es condamné. C'est-à-dire tu prends un coup de LBD dans la gueule, espèce de... Je l'ai pas dit. Sinon, attention, sinon on t'en met un deuxième dans l'autre œil. Scandaleux. Qu'ils fassent attention, les présidents, futurs et actuels de ce pays, enfin, de la France, pardon, qu'ils fassent très attention, parce qu'à force de suspendre comme ça des gens, c'est eux qui risqueraient de finir suspendus, et par les pieds cette fois. Ça s'est déjà vu. Qu'ils fassent gaffe. Alors où je vous parle, il y a un attentat islamique qui est en cours à Saint-Raphaël, hein, qui est la ville où j'ai vécu. Hein. Le raid est en train d'intervenir, donc je vous en dirai plus quand on en saura plus. Voilà, il faut savoir que c'est en train de se dérouler en France, dans un petit village de France, du sud de la France. Oui, les Raphaélois vont être fâchés que j'ai dit un petit village, mais Saint-Raphaël est un village. Fréjus aussi, voilà, c'est des villes, des petites villes. Hein. En tout cas, il se passe ça là-bas, et c'est pas jojo. Alors, puisque on est dans les ordres, le refus vous savez, de recevoir des ordres, puisque le pompier a refusé de recevoir un coup de LBD sans réagir, ben les policiers, Mediapart nous dit, les policiers témoignent, on est obligé d'accepter des instructions illégales. Je répète, on est obligé d'accepter des ordres, des instructions, pardon, illégales. Mais qui t'oblige? Qui t'oblige? À part toi-même. À part que toi, tu te chies dessus. Alors moi, on me dit que je me suis fait dans le froc parce que je me suis fait monter les bretelles par Karim, alors que c'est pas du tout ça. Hein. Mais eux, vous dites pas qu'ils se chient dessus, là. Eux, ils ont peur pour leur boulot, ils ont peur de se faire suspendre, effectivement. Mais vous n'allez pas vous faire suspendre, les mecs. Si tous les policiers refusent effectivement de suivre les ordres qui sont des ordres illégaux, ils vont pas suspendre tous les policiers, ils vont se retrouver sans policiers. Ils ont besoin de vous. Et s'il n'y a pas de police, le gouvernement, il dégage.
Ils vous suspendront jamais, vous avez peur de quoi? En fait, en réalité, vous avez la trouille, tout simplement, de vous retrouver sans boulot, mais vous n'allez pas être suspendu. Si vous êtes suspendu 2 semaines, 1 mois, vous le retrouverez plus tard, votre boulot. Vous avez un droit de réserve, vous le savez très bien, et ça fait partie voilà, de vos droits. Vous avez le droit de dire non, ça je ne fais pas. Voilà. Et ça fait même partie de vos devoirs, puisque vous êtes là pour défendre le peuple et non pas le gouvernement. Contrairement à ce que peut-être vous vous imaginez. Parce que faire régner l'ordre dans le pays, c'est l'ordre avec un grand O, c'est-à-dire l'ordre républicain. Et quand un gouvernement ne respecte plus les lois républicaines, c'est lui qui sème le trouble à l'ordre public, c'est pas le peuple. Je vais vous faire marrer 2 minutes. Paris appelle au strict respect du droit de manifester des Libanais. Oh, la ville lumière, Paris. Cette ville où la liberté d'expression explose. Véritablement, cette ville, vraiment, on est vraiment dans une vraie démocratie dans Paris, il n'y a jamais de répression policière. Paris a appelé, alors le Quai d'Orsay a dit « La France est attentive au dernier développement au Liban. Elle appelle à la préservation du caractère pacifique des protestations et au strict respect du droit de tous les Libanais à manifester. » C'est bien la France, bravo, la France pays des droits de l'homme. Allez, attendez, je vais vous donner la deuxième version de ce que... Je vais vous donner le côté marrant. Des gilets jaunes reçoivent directement à leur domicile une interdiction de manifester. 2 policiers ont sonné à la porte de son domicile, d'un gilet jaune, et lui ont notifié l'arrêté d'interdiction de manifester du préfet. Les 2 policiers très courtois l'ont invité à signer un papier, ce que l'intéressé a fait, mais dénonce une tentative d'intimidation et un coup de pression. Sachez que cette injonction du préfet est strictement illégale. Illégale. Le droit de manifester en France est un droit constitutionnel. C'est écrit dans la Constitution. Vous avez donc le droit de prendre un avocat et de défendre vos droits. Moi, ce que je conseillerais à tous les gilets jaunes, c'est de, en association, prendre des collectifs d'avocats et d'attaquer clairement et frontalement le préfet. C'est un scandale. Et quand je vous dis que la France est une future dictature et qu'on me dit « tu vas trop loin », regardez ce qui vous attend. Les lois, ils vont les changer. Les constitutions, ils vont les détourner. Regardez bien où on va. Regardez où on va. Et ne me dites pas que je dis n'importe quoi. Alors, eh bien écoutez, la Turquie annonce mettre fin à son offensive contre les milices kurdes du YPG en Syrie. Safi Baraka. Grâce à Poutine, qui a encore réglé le problème de manière très intelligente, les Kurdes du PKK et du YPG n'ont plus qu'à aller se fondre dans la masse syrienne, puisqu'ils ont signé un accord. Donc terminé pour les Kurdes de cette région-là d'attendre une éventuelle terre pour avoir un Kurdistan à eux, ils ne l'auront jamais. La Turquie a gagné, la Turquie a fait partir ces Kurdes qui sont des terroristes, qui ont, je le rappelle, tué énormément de monde, aussi bien chez les Yézidis que chez les Assyriens, les chrétiens d'Orient, que chez les musulmans. Ce sont des terroristes, voilà. Ils ont dégagé purement et proprement, sans bain de sang, parce que Poutine était là. Voilà. Donc bravo à Poutine, bravo à Erdogan, qui a fait partir, effectivement, qui a libéré la Syrie de ces Kurdes qui emmerdaient en fait tout le monde, aussi bien la Syrie que la Turquie. Washington s'en est lavé les mains. D'ailleurs, Washington a dit derrière, annonce l'évacuation totale des milices kurdes de la zone sous contrôle turc en Syrie. Voilà, donc ils sont évacués, ils n'ont pas été massacrés. Il n'y a pas eu de bain de sang. Merci tout le monde, bravo intelligence à tout le monde, bravo à la Russie, encore une fois, bravo à Poutine et bravo à Erdogan. Voilà tout ce qu'on peut dire sur ce dossier. Affaire classée, affaire réussie. Ça n'empêche pas ces connasses du Femen de se permettre de critiquer Erdogan, ou Erdogan, hein, comme on me reprend souvent, on ne dit pas le Gan, on dit Erdogan. Et bien les Femen défendent, stop Erdogan, machin. Ces connasses de Femen ne savent pas, et je le dirai parce que j'en ai été témoin, et que si vous ne croyez pas, demandez à Stéphane Blais, que la Turquie est probablement le pays où on défend le plus le droit des femmes
au monde. Ça peut vous paraître insensé ce que je viens de vous dire, mais je vous l'assure. Si vous ne me croyez pas, encore une fois, demandez à Stéphane Blake qui vit là-bas depuis des années. Les femmes sont ultra protégées en Turquie. Mais ultra protégées. Une femme qui prend une tarte dans la rue en Turquie, si le mec se fait attraper, il prend 2 mois de prison ferme. Si elle se fait agresser, c'est pareil. Si elle se fait violer, le mec va prendre 10 ans ferme. Si un couple divorce en Turquie, la femme a 99% de chances de tout avoir. Voiture, maison, pension, enfant, garde de l'enfant. C'est ça la Turquie. Alors quand des fémènes se permettent de critiquer la Turquie, ça me fait doucement rigoler. Et là vous comprenez dans quel camp on est là. Voilà. Je peux vous le garantir, j'ai vécu une anecdote quand j'étais là-bas, je l'ai vécu sur place. C'est la femme de ménage qui était en train de raconter sa vie. Elle disait que ça faisait 2 ans qu'elle couchait plus avec son mari, qu'ils étaient séparés, mais elle vivait encore dans la maison, dans une partie de la maison. Et lui avait une autre nana. Et un jour, il lui a dit, c'est pas un jour, 2 jours avant, il lui a dit, c'est fini, tu dois partir de cette maison maintenant. Moi j'ai une nana, je veux qu'elle vive avec moi. Jusque là, bon, ça arrive. Hein. Sauf qu'elle a dit très bien, dans ces cas-là, on divorce, pour que je récupère ma liberté. Le mec a voulu jouer au macho, hein. Il a pris une paire de ciseaux, il lui a découpé toutes ses fringues. Vous allez me dire, oh, c'est pas bien grave. Non, mais quand elle a appelé les flics et qu'ils sont venus, ils l'ont embarqué, il a pris 1 mois ferme. Pour ça. 1 mois ferme. Pas de coups et blessures, pas de gifle, rien. 1 mois ferme. Déjà, pour qu'il réfléchisse. Ensuite, elle a demandé le divorce qu'elle va obtenir, puisqu'il a pris 1 mois ferme, donc il est déjà condamné déjà. Et elle va avoir tout. Le mec va se retrouver avec sa nouvelle nana, mais sans maison. C'est ça la Turquie. C'est un peu trop, hein, c'est exagéré. Hein. Non, pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis est la stricte vérité. Je dis simplement que moi je trouve que c'est un petit peu trop. Là, on donne quand même trop à la femme à ce niveau-là. Il faudrait qu'il y ait vraiment une répartition juste. C'est un petit peu injuste. Mais la Turquie est le pays qui défend le plus les femmes, probablement du monde entier. Qu'est-ce que les fémènes viennent nous casser les couilles? Sans déconner. J'en termine avec cet abruti de Flamby, hein, qui nous dit, François Hollande, qui reconnaît la défaite. Il reconnaît la défaite de l'ancien monde, dit-il. Oh, l'ancien monde. C'est le sien, l'ancien monde, en fait. Il a dit, mais vous vous rendez compte ce qui se produit là, c'est dingue quand même. Il a dit, on est en train de voir la victoire de tous ceux qu'on ne voulait pas voir triompher. On est en train de regarder la victoire de tous ceux qu'on voulait détruire. Il a dit, le pauvre. Il a dit, regardez, c'est le régime de Bachar el-Assad qui s'en sort, c'est la Turquie qui s'en sort, et puis qui pourchasse les gentils Kurdes qui sont nos alliés, a-t-il dit. Et puis il a dit, puis c'est Vladimir Poutine qui reprend la main et qui se fait passer pour un faiseur de paix. Hein, bon, mais quand même, il ne faut quand même pas exagérer. Puis en même temps, il y a aussi les Iraniens maintenant qui viennent et puis qui protègent le régime de Bachar el-Assad. On a tout perdu, il a dit. Hein, puis il a dit, puis on ne peut pas faire confiance au président américain Trump, c'est à cause de lui qu'on a perdu. Connard. Je tiens à rappeler que Trump a financé sa campagne électorale avec ses propres deniers, son propre argent personnel. Ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de la démocratie américaine, je crois. Ni française. Hein. Voilà. Il n'y a rien à dire sur Donald Trump. Il a été élu, point. Il a fait sa campagne avec son argent, point. Et il s'occupe des Américains, point. Il s'est retiré de toutes ces histoires du Moyen-Orient, dont il a dit que ça suffisait d'avoir fait tuer des gens de l'armée américaine, des jeunes soldats de l'armée américaine, mais d'avoir fait tuer des millions de civils au Moyen-Orient pour des causes qui ne concernent pas les États-Unis. Pour moi, il devient un grand homme, on a dit ça déjà, et effectivement, il a totalement raison. Je pense que tu devrais peut-être en faire autant, Flamby, ainsi que tes successeurs. Ça ne regarde pas la France qui se passe là-bas. Et c'est à cause du fait que la France fout son pif systématiquement dans ce qui ne le regarde pas, et qu'elle se permet de prendre des milices terroristes pour aller faire son bon petit boulot, comme a dit Fabius, hein. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui on se retrouve en France avec une situation explosive, avec des mecs qui se radicalisent et qui ont envie de tuer du français. Voilà, c'est à cause de ça. C'est ça les dommages collatéraux du Bataclan. Qu'est-ce que vous croyez? Aujourd'hui, s'il y a des vrais responsables de ce qui s'est passé au Bataclan, c'est le gouvernement français. Hein. Mais j'en dirai pas plus. Voilà. Bon,
Bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo que j'ai faite hier, sans transition. Alors, comment dire, je vais commencer par le débat Zemmour-BHL, parce que là, quand même, on touche quand même le fond du sujet. Alors, je vais commencer directement par le fond du sujet, comme ça au moins ça sera réglé, on ne pourra pas me dire que j'en ai jamais parlé. Parce que ceux qui me reprochent de ne jamais parler du sionisme n'ont vraiment jamais regardé mes chaînes précédentes, et ça doit faire seulement 2 jours qu'ils me suivent. Voilà. Zemmour contre BHL, c'est vraiment bonnet blanc et blanc bonnet. Hein. C'est-à-dire que c'est du cinéma. Voilà. C'est farce et attrape. Vraiment, c'est sioniste contre sioniste. Ils font semblant de s'affronter pour faire croire à des différences entre eux. Ils pensent pareil en réalité. Ce qu'ils pensent, c'est la destruction du Gaulois. Alors, Zemmour a beau vous dire qu'il faut absolument préserver le Gaulois, l'esprit de la France, machin. Je ne suis pas convaincu. Enfin, je ne suis pas convaincu qu'il soit sincère, mais je ne peux pas non plus douter de sa sincérité. Mais ce que Zemmour veut, c'est un retour à la France gauloise. On ne peut pas lui en vouloir pour ça en tant que Gaulois. Et ce qu'il voudrait, lui, c'est la revanche de ce qu'il a vécu, lui et sa famille, en Algérie, par les Algériens. Il voudrait que cette revanche-là s'effectue sur le sol français. C'est-à-dire qu'il voudrait que les arabo-musulmans de France soient muselés. Lui, c'est ce que veut Zemmour. Hein, voilà. Et lui, ce qu'il aimerait, finalement, c'est que l'armée française ou les forces de l'ordre françaises se comportent comme se sont comportées les forces de l'ordre ou l'armée israélienne contre les Palestiniens. Il voudrait qu'on fasse ça en France. Ça, c'est Zemmour. BHL va plus loin. BHL veut détruire définitivement l'identité gauloise. BHL ne fera jamais la critique, comme le fait Zemmour, de l'islam en France, qui peut effectivement poser des problèmes. Et je n'insulte personne en disant ça. Et si ceux qui me disent « tu viens encore de nous insulter », vous êtes des débiles. Des débiles. Je n'ai insulté personne. Jamais. J'ai été maladroit, je n'ai jamais insulté qui que ce soit. BHL dit dans une de ses vidéos qu'il faudrait que les Palestiniens lisent le Talmud pour rentrer dans l'ordre et dans le droit chemin. Je n'invente rien, vous la trouvez sur YouTube cette vidéo. Tapez BHL, Talmud, et vous allez voir qu'il le dit mot pour mot. Il appelle les musulmans, palestiniens ou autres qui, selon ses propos, seraient prêts à se radicaliser, il les appelle à lire le Talmud, qui est un rempart, dit-il, contre le mal. Voilà les propos de BHL. Je voudrais dire à mes amis musulmans, cette majorité des musulmans qui, à l'intérieur de l'islam, lutte contre l'islam radical et lutte contre l'islam fascisant, qui a un instrument extraordinaire, dont je pense qu'ils gagneront la partie le jour où ils en auront l'équivalent et qui s'appelle le Talmud. Le Talmud, c'est une machine anti-fanatisme. Vous ne pouvez pas être un fondamentaliste digne de ce nom si vous disposez d'un Talmud et si vous le connaissez, si vous le lisez, parce qu'alors se dissout instantanément l'idée même d'une vérité intouchable et tellement sacrée qu'en son nom les pires forfaits peuvent être accomplis. D'accord ? Bon, il les appelle pas à comprendre le Coran différemment, non, il les appelle à lire le Talmud. Vous avez en face de lui un Zemmour qui appelle à ce qu'on chasse toute idéologie dominante islamique ou musulmane en France par une attitude militaire ou des forces de l'ordre françaises qui copierait celle des forces de l'ordre et de l'armée israélienne. On a un BHL qui dit qu'il faut aider les Kurdes du PKK, qui sont des gens qui ont tué et décapité des chrétiens d'Orient. Ah, ça doit l'amuser, BHL. Alors lui, par contre, personne ne le traite d'anti-chrétien. Personne, quand il dit qu'il faut que l'esprit gaulois l'insupporte au dernier degré, personne ne le traite d'anti-France, d'anti-français et d'anti-christianisme. À jamais, à aucun moment. Quand il dit que les Palestiniens, les musulmans qui se radicalisent devraient lire le Talmud, personne ne le traite d'islamophobe ou d'arabophobe. Personne. Vous voyez ?
J'en ai un peu ras-le-bol de ça. Voilà, parce que s'il y a vraiment un mec qui ne supporte rien d'autre en réalité que sa communauté israélienne, c'est bien BHL. Hein. S'il y a bien un mec raciste dans tous les sens du terme sur cette planète, c'est BHL. Je vois pas comment moi on peut me traiter de ça, mais c'est... Enfin, c'est... Voilà. On va laisser ça de côté. On va laisser ça de côté parce que c'est... Oui, alors oui, bien sûr, je suis touché. Bien sûr, j'ai été touché. Je suis touché par des gens qui aujourd'hui sont des femmes ou des hommes musulmans, musulmanes de 65 ans et qui m'écrivent « On n'écoutera plus jamais aucune de tes vidéos parce que t'es un putain de raciste. » Ouais, ça me touche. Ça me fait de la peine. Ouais, je le dis, ça me fait de la peine de lire ça parce que je me dis « Merde, où est-ce que j'ai merdé ?» Et bon, j'ai expliqué 150 fois où est-ce que j'avais merdé, je me suis excusé 150 fois aussi, je vais arrêter. Mais après, je me dis là, c'est de la mauvaise volonté. Si tu continues quand même, malgré tout, avec tout ce que j'ai expliqué ces 3 derniers jours, à me traiter de la sorte, c'est pas possible. Pas possible. Là, c'est que tu le fais exprès, c'est que tu le veux. Donc, c'est que toi-même, tu es raciste. Donc, et tu es raciste anti-blanc, entre parenthèses. Ça arrive, ça existe aussi. Hein. Bref. Et je voyais cette femme qui brandit ce drapeau. C'est exactement ce que je voulais dire quand je disais de ne pas faire de provocation. Exactement. J'ai envie d'en chialer quand je vois ça. Je vous assure, ça me fait de la peine à un point, je me dis, mais putain, on est en train d'échouer à tous les niveaux. Mais on échoue sur tout ce qu'on est en train de faire. Tous confondus. On échoue. Mais on échoue, mais complètement. Cette femme-là, qui pense peut-être faire quelque chose de bien en faisant ce qu'elle fait. En disant, mais j'ai mon voile, je suis fier de le porter, mais très bien. Mais je conçois que tu peux être fier de porter un voile, c'est pas le souci. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit aujourd'hui, je me répète encore pour la dernière fois, et ce sera la dernière fois. Aujourd'hui, en France, avec ce qui s'est passé ces 5 dernières années au niveau des événements, porter un voile pourrait être perçu par les Français non musulmans qui ont l'attention qui monte, exactement de la même manière que seraient perçus des Françaises en mini-jupe en Iran, c'est-à-dire comme une provocation. Parce qu'il y a des Français aujourd'hui qui arrivent au bout de leur patience, parce qu'il y a eu des morts. J'entends les Français musulmans qui se disent « Mais nous, on n'a jamais tué personne. » Mais putain, je sais. Mais ceux qui ont tué des gens en France... Pardon. Ceux qu'on a dit qui avaient tué des gens en France, et qu'on a fait avaler ça à toute l'opinion française, que ce soit vrai ou pas, je n'ai pas la preuve, on a dit que c'était l'islamisme radical, fondamentaliste, qui avait tué ces personnes. Encore une fois, ces derniers jours, avec l'attentat de la préfecture de Paris. On nous dit que c'est un musulman radicalisé. Est-ce que c'est le moment derrière d'aller porter une pancarte qui dit « Française, musulmane, voilée, si ça ne vous plaît pas, quittez mon pays ». Elle va dire ça aux Français non musulmans qui viennent de subir le meurtre, l'assassinat des 4 ou 5 policiers français par un musulman radicalisé. C'est le moment de faire ça. C'est tout ce que j'ai voulu dire dans mon dernière vidéo où j'ai froissé des gens. J'ai dit c'est pas le moment de faire ce genre de provoque. Voilà la provoque. Et on est tous d'accord. Karim l'a mis sur son site Facebook. Il a dit voilà exactement le comportement de la personne qui sert le jeu du système. Le jeu du système, il est quoi? Il est de vouloir qu'on s'affronte les uns les autres. Putain, cette demoiselle ou cette dame qui porte cette pancarte ne peut pas faire pire en matière de provocation. Elle peut pas faire pire. C'est le truc à ne pas faire. Résultat des courses. À cause de cette pancarte, un agent de la mairie de Meaux appelle à couper la tête d'une femme voilée, notamment celle-là, je crois. Couper la tête à cette pouffe, a-t-il écrit sur Twitter. Moi, je jette l'éponge. Voilà, le vivre ensemble, comment il se
désintègre sur une pancarte, bon, pas seulement, mais voilà comment il se désintègre en une fraction de seconde. Et voilà ce que j'essaie d'expliquer moi depuis des années. Le vivre ensemble est possible si tout le monde y met du sien. Mais là, non. Démerdez-vous. Je pense que je ne peux pas dire mieux. Et je passe sur un autre sujet. On nous dit une banque sur 3 va disparaître. Est-ce que la vôtre en fera partie? C'est pas une banque sur 3 qui va disparaître. C'est 9 banques sur 10 qui vont disparaître. Alors vous allez me dire, bah alors il va rester une banque quand même. Oui, les grandes banques. Les grandes banques, les grandes multinationales, la JP Morgan, la Goldman Sachs, etc., ça perdurera. Parce qu'ils marchent main dans la main avec les gens de la Fédérale Banque américaine, et que ceux-là, ils seront toujours réapprovisionnés. Le reste du système bancaire s'écroulera. La banque est prise en otage, et la banque, les banquiers, la banque d'affaires va s'écrouler, s'écroulera, parce que la banque n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, la haute finance. Et non, il y a une distinction entre la Fédérale Banque américaine et les banquiers. Aujourd'hui, la Fédérale Banque américaine injecte des milliards à la Goldman Sachs, surtout à la JP Morgan et à d'autres banques pour pas qu'elles coulent. La Fédérale Banque est tenue par des familles. Ah oui, mais des familles lesquelles? Renseignez-vous. Aujourd'hui, renseignez-vous en 2019, qui est à la tête de la Fédérale Banque américaine? Les 8 familles. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Qui est membre permanent de la Fédérale Banque américaine? Vous trouverez les Rothschild, hein, mais il y en a d'autres. Renseignez-vous. Voilà qui tient le monde aujourd'hui. Donc les banques ne représentent pas l'ensemble de la finance mondiale. La finance mondiale est tenue par des familles, et ces familles décideront où et quand et à quel moment la banque s'écroulera. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système qui est déjà prêt derrière pour les supplanter, pour remplacer la banque. Ce système, il est clair, c'est le système de la blockchain, et c'est un système de monnaie numérique et numérisée. Alors vous allez me dire, mais alors c'est le diable. C'est pas le diable, ce sont des avancées technologiques. Des avancées technologiques dont nous ne pourrons pas échapper. Alors vous allez me dire, mais Jim, alors tu fais leur jeu, puisque toi aussi tu prônes une crypto-monnaie. Mais je ne fais pas leur jeu. Putain. Là aussi, j'ai envie de chialer des fois. J'ai envie de chialer devant l'incompréhension des gens, tellement j'en ai ras-le-bol de la bêtise et du manque de volonté d'essayer de comprendre. Mais je vous assure, des fois, je me dis, mais putain, j'en chialerais. Je me dis, c'est pas possible que les gens ne comprennent pas que le monde va changer, qu'on va évoluer, et que cette évolution va faire mourir l'ancien monde. Et l'ancien monde qui est d'ailleurs le monde de l'usure, le monde de la banque. Ce monde où justement on a permis à des banquiers de s'enrichir de manière totalement illégitime grâce à l'endettement et à la bulle virtuelle et financière. Ils se sont enrichis sur un système d'usure qui est un système qui créait de la monnaie fausse. Ce monde-là va disparaître. Et vous trouvez que c'est pas bien? L'usure a toujours été interdit dans toute l'histoire de l'humanité. Il a été toléré et il a été imposé depuis la décapitation du roi de France, en France d'ailleurs, entre parenthèses. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. On a permis à l'usure de détruire et de mettre à genoux les peuples et les nations en 2019. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde est à poil et que les gens n'ont plus de quoi payer, remplir leur frigo à partir du 15 du mois, c'est à cause de l'usure. Et vous me dites, ouais, mais il y a un système qui arrive et qui m'a mis fin à ça, et toi tu trouves que c'est bien? Évidemment que c'est bien! Évidemment! Sauf qu'il y a un revers de la médaille. Et le revers de la médaille, il est où? Il est que ce système technologique qui arrive et qui va mettre fin à l'usure, et qui va mettre fin à la spéculation, alors, pas définitivement, mais qui mettra fin à l'usure et à la bulle virtuelle que crée l'usure, ça mettra fin à tout ça. Vous allez comprendre qu'on va rentrer dans une ère de tokenisation et non plus dans une ère d'endettement par les intérêts. Voilà. Vous allez comprendre qu'on va bifurquer vers une ère totalement différente sur le plan financier. Ça va totalement changer. Et les gens qui sont à la Fédérale Banque américaine, ces grandes familles qui sont des illuminés, qu'on appelle les Illuminati, le savent. Ils sont en avance sur nous et sur vous. Et ils sont prêts à passer cette technologie et à sacrifier le système bancaire actuel parce qu'ils se sont suffisamment enrichis. Ils ont dit maintenant on passe à autre chose. Et quand ils vont décider que le système bancaire s'écroule, ça s'écroulera du jour au lendemain. C'est pas pour dans 2-3 ans, hein, c'est pour dans quelques semaines, quelques mois. Soyez prêts. Vous ne me croyez pas, vous verrez.
Et le revers de la médaille de ce système numérique et de ce nouveau système qui arrive et qui va nous émanciper de l'usure et de l'emprise bancaire, et c'est super. Il y a un revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est bien entendu, tout sera noté et que tout le monde sera au courant de ce qui se passe. Alors, sauf de ce qu'il y a dans vos portefeuilles numériques. Ça, personne ne sait. Ça restera anonyme. Et encore, jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais ça reste anonyme sur la blockchain. Personne ne sait à qui appartient une wallet et personne ne sait combien il y a dessus. On le sait que quand vous faites des transactions. Alors on dit, ah putain, il a vendu 1 million, c'est qu'il avait 1 million, donc on va le taxer. Ça se passera comme ça. Mais personne ne sait ce qu'il y a dedans en réalité, ni à qui ça appartient. Mais le revers de la médaille, c'est que, bien entendu, que ce système de wallet numérique et ce système de blockchain qui va arriver, qui va débarquer, qui va tout envahir, sera accompagné d'un système de reconnaissance faciale qui saura qui est quoi, qui fait quoi, qui est sur quelle blockchain, qui a investi dans quelle monnaie, quelle crypto, quel machin. Et bien entendu, tout sera totalement traçable, tracé, reconnaissable, et vous serez dans une banque de données de A à Z. On ne peut pas y échapper. On ne pourra pas y échapper. Vous croyez que vous êtes capable d'y échapper? Vous n'y échapperez pas. Je vous le dis honnêtement, c'est pas la peine de rêver, vous n'y échapperez pas. Le tout est de savoir si on va finir dans un cauchemar à la Orwell, comme le film 1984 que je vous invite à regarder, ou si on va finir dans un monde plutôt, vous savez, dans les films de science-fiction, où effectivement, bah oui, on paye avec une puce implantée sous la peau ou dans une montre, et où on sait quelle transaction tu as fait parce que c'est passé sur la blockchain. Voilà, Tartampion vient de faire telle transaction, tout le monde est au courant. Voilà. Et où finalement, il n'y a pas de mal à ça. Vous avez fait une transaction de temps, tout le monde le sait, tu as acheté aujourd'hui un film de cul sur internet, voilà, bah, tout le monde le sait, tu as payé avec ta wallet, Tartampion a acheté tel film de boule sur tel film. Alors, il y aura peut-être des trucs cryptés, peut-être des trucs qui seront pas à la vue de tous, mais disons, voilà, aujourd'hui, Jim Leveiller a acheté pour peut-être 300 € de spiruline sur le site Sinercell. Voilà, ça se saura. Vous voyez? Pas de problème, ça ne me dérange pas. Par contre, ceux qui auront acheté des armes sur le Darknet auront, et voilà, bah, ça se saura aussi. Ah, bah, c'est bien. Il y a un revers à la médaille, il y a toujours un revers de la médaille. Vous savez qu'une avancée technologique, il y a toujours un côté positif et toujours un côté négatif. Tout dépend des intentions de chacun et de chacune. Bon, quand on a inventé, je répète encore une fois, l'énergie nucléaire, on a découvert l'énergie nucléaire, on l'a utilisé pour détruire des villes, puis après on l'a utilisé pour chauffer des pays. Ça, chauffer et apporter l'énergie. Bon, il y a toujours deux facettes d'une même découverte. Tout dépend du degré de conscience de l'humanité. Est-ce que l'humanité va accepter de se laisser passer en esclavage comme dans le film 1984, ou est-ce qu'elle résistera et qu'elle voudra que ces avancées technologiques seront mises à leur service? Eh bien voilà, c'est à l'humanité de se placer face à ça dans les quelques mois et quelques années à venir, parce que l'enjeu est là. Finirons-nous en esclaves ou finirons-nous dans un monde plus lumineux, avec plus de traçabilité? Le mot est traçabilité et non pas esclavage. On peut finir esclavagisé, tout comme on peut finir tout simplement dans un monde de traçabilité. C'est à vous de vous positionner face à ces deux choix, et c'est là où les humains devront aller dans la rue et dire « Nous, on veut être effectivement une traçabilité, mais on ne veut pas d'être esclave. » Les avancées technologiques sont là pour servir l'humain, ne sont pas là pour l'asservir. Je passe à autre chose. Le scandale de Rouen, j'ai entendu des experts dire que c'est pas plus grave qu'une simple grippe, ce qui s'est diffusé dans l'air et dans les eaux. Tandis qu'il y a une autre version, hein. Il y a un autre témoignage, sur des gens, des chimistes qui ont travaillé pendant 3 ans à l'usine Lubrizol, et qui ont dit en réalité il n'était pas prêt à évacuer une ville de 100 000 habitants, parce que c'est ce qu'il aurait fallu faire. Pas grave, ça fait partie des choses qui sont considérées comme acceptables par le système, tout comme il a été considéré comme acceptable dans l'attentat du 11 septembre, qui a été un attentat sous faux drapeau, qui a été un attentat honteusement attribué à Ben Laden, ou encore à l'Irak, ou à Saddam Hussein, qui aurait ensuite caché des armes de destruction massive. On aurait tué 1 million d'Irakiens derrière ça, il faut quand même le savoir. 1 million. On a tué 1 million de personnes.
femmes et enfants confondus, sur un mensonge. Et vous me dites après derrière, mais l'Occident, mais qu'est-ce que l'Occident a fait pour mériter ça? Vous trouvez que l'Occident n'a rien fait? Honnêtement, tuer 1 million de personnes, femmes et enfants, sur des mensonges, alors qu'en réalité, le 11 septembre a été totalement organisé par l'Arabie Saoudite et le Mossad confondus avec les services secrets américains. Bref, c'est pareil pour Rouen. Ils sont capables de sacrifier 3000 personnes des tours du 11 septembre, comme ils sont capables de sacrifier une ville de 100 000 habitants à Rouen. Ça ne les dérange pas. Ces gens-là travaillent pour les forces des ténèbres et ça ne les dérange pas. Comprenez. Comprenez. Pendant ce temps-là, je vous avais parlé de la crise de cette famille américaine qui tenait, vous savez, ce laboratoire qui avait vendu les opiacés aux Américains en empoisonnant plusieurs milliers, voire centaines de milliers de familles américaines aux opiacés. La crise des opiacés, aujourd'hui, on s'aperçoit quoi? Que 4 géants pharmaceutiques évitent un procès historique en payant 250 millions de dollars. Avec l'argent, la finance, la haute finance, on achète tout, on muselle tout. C'est pour ça que vous me dites, putain, Jim, t'es devenu vénal. Je suis pas devenu vénal, mon gars. J'ai compris, peut-être avant toi, que sans argent, aujourd'hui, tu fais rien. Non seulement tu peux pas aider les gens qui sont dans le besoin, tu peux pas changer les choses, et tu peux pas acheter des procès le jour où tu as fait un truc dégueulasse et que tu risques de finir en prison. Ces 4 géants pharmaceutiques, là, s'ils n'avaient pas les moyens financiers qu'ils ont, il y en aurait des dizaines de personnes sous les verrous, là. Mais on les verra pas, parce que grâce à l'argent, ils s'en sortent. Alors, je dis pas que l'argent est bon ou mauvais, je dis que ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. C'est comme les avancées technologiques dont je viens de parler avant. Rapport dissimulé qui prouve l'efficacité de l'homéopathie sur 5 maladies. Ah. Et là, je vais mettre une quenelle à tous les cartésiens qui me cassent les couilles sur l'homéopathie. Voilà. L'homéopathie offre une efficacité scientifiquement prouvée dans le traitement d'au moins 5 maladies, d'après un rapport des autorités sanitaires australiennes dont les conclusions ont été dissimulées depuis 2012. On me dit, mais comment fonctionne l'homéopathie? Regardez ma chaîne, Jim Le Veilleur, je vous explique ce qu'est l'homéopathie et comment ça fonctionne. L'homéopathie ne contient pas de principe actif, ni chimique, ni rien du tout. L'homéopathie n'est pas un médicament. L'homéopathie est je prends une métaphore, est un email que vous envoyez à votre système immunitaire pour dire qu'il y a un intrus qu'il n'avait pas vu. Voilà ce qu'est l'homéopathie. C'est vous-même, avec votre propre système immunitaire, qui, grâce à l'homéopathie, va aller chercher l'intrus pour le dégager. C'est ça l'homéopathie et rien d'autre. L'homéopathie démontre qu'il n'y a que vous-même et votre système immunitaire qui êtes le garant de votre santé. Ce n'est pas la peine de se bourrer de produits chimiques, que ça n'est pas la voie. L'homéopathie est la porte ouverte à la médecine quantique. C'est immonde que l'on ait censuré ce rapport officiel scientifique qui a nié toute efficacité à l'homéopathie. Un rapport qui a depuis tout ce temps-là, depuis 2012, servi de base aux opposants de l'homéopathie et à tous ceux qui amalgament homéopathie à une forme de charlatanerie. C'est un scandale. Voilà. C'est scientifiquement prouvé que l'homéopathie a fonctionné pour au moins 5 maladies, puisque ça a été dans le rapport. Voilà. C'est une honte. Et je vais vous expliquer les 5 affections sur lesquelles on a travaillé dans ce rapport avec l'homéopathie. C'est la fibromyalgie, l'otite, l'obstruction intestinale post-opératoire, les infections respiratoires et les effets secondaires liés au traitement anticancéreux. Voilà sur quoi a fonctionné l'homéopathie, de manière scientifiquement démontrée. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi gerber? Non, mais je suis en colère. Je suis en colère parce que vous vous rendez compte de ce que je reçois comme insulte, de ce que les scientifiques ou ce que les homéopathes reçoivent comme insulte, qu'on enlève les diplômes d'homéopathes en France. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi être énervé? Je le dis honnêtement, j'ai pas honte de le dire, je suis un être humain. J'en ai ras-le-bol des mensonges d'État, des mensonges des médias, tout ça marche dans la main dans la main, avec les labos, avec les familles riches qui tiennent les finances. J'en ai ras-le-bol d'avoir des gens qui sont des esclaves, puisque tous ceux qui ne sont pas dans les sphères décisionnelles, dans les médias,
dans les labos pharmaceutiques, dans le système bancaire, dans le système financier, dans le système politique, ne sont pas dans le système. Vous êtes que des esclaves. De savoir, quand je dis vous, nous, moi aussi, on est tous en dessous, et on obéit tous à cette frange-là. De savoir qu'il y a des gens qui sont au même niveau que moi, m'insultent, me traitent de charlatan parce que je dis que l'homéopathie est un gage, pas un gage, mais une voie pour la guérison. Je me fais traiter de tous les noms par des gens qui sont des esclaves comme moi et qui se gavent de Doliprane. J'en ai marre. Voilà. Pendant qu'on nous apprend que le FMI est en train de mettre le feu aux poudres dans beaucoup de pays du monde, parce que dans la vidéo précédente, j'ai dit qui met le feu à la planète, le FMI y participe grandement, je tiens à vous le dire. On nous apprend, une belle nouvelle que j'ai trouvée sur alterinfo.ch, les vols de l'ONU en provenance d'Afrique transportent directement des migrants en Allemagne. Preuve à l'appui, cette belle photo, et l'article que vous pouvez trouver sur alterinfo.ch. Sachez que j'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, puisqu'on me dit que tu ne le dis pas, Jim. Vous écoutez pas mes vidéos d'avant, donc fatalement, Dieu ne le dit pas. Je peux pas toujours tout redire dans chaque vidéo. Je l'ai dit il y a longtemps, c'est écrit dans la charte de l'ONU, qu'il va falloir remplacer les populations vieillissantes européennes. C'est écrit dans le plan de l'ONU, qui obéit au plan Kalergi. Pour ceux qui ne savent pas, le plan Kalergi, c'est le remplacement des populations européennes par des populations subsahariennes et asiatiques. Alors on ne voit pas la couleur des Asiatiques, on voit la couleur des subsahariens qui débarquent par des avions payés par l'ONU. Voilà ce qui se passe en ce moment en France. Il n'y a pas que Soros qui paye des ONG pour passer des migrants par les bateaux, qui d'ailleurs, entre parenthèses, tue des millions, enfin des milliers d'innocents africains qui pensent traverser la Méditerranée et trouver l'Eldorado, et qui en réalité finissent noyés dans la Méditerranée. Ça, c'est Soros le responsable. C'est lui qui est un meurtrier, c'est pas les gens qui refusent des bateaux de migrants, c'est ceux qui les mettent sur des bateaux qui sont des meurtriers, et en l'occurrence Soros. Mais il y a l'ONU, ils disent bah attends, on va pas les faire passer par deux bateaux, non, on va affréter des avions, c'est mieux, coûtera moins cher, ça coûte peut-être moins cher. En attendant, ce que vous voyez sur cette photo, c'est des mâles, jeunes, pas de femmes, pas d'enfants. Si avec ça vous me dites qu'il n'y a pas une volonté de remplacer, qu'il n'y a pas une volonté de mixité, de métisser, c'est que vous avez de la merde dans les yeux et dans le cerveau. Voilà, ça c'est une preuve absolue. Je ne peux pas vous dire mieux. Et je vais terminer quand même sur une note positive et d'espoir. Enfin, en tout cas, j'aimerais que ce soit une note positive et d'espoir. La seule chose qui pourrait sauver l'humanité, qui peut sauver, allez, je vais parler que de la France, qui pourrait sauver cette désagrégation de la France et du peuple, qui pourrait sauver cette séparativité qui me semble assez inévitable entre Français dits de souche et Français d'autres ethnies, musulmans ou autres, qui sont en train de se séparer, de ne plus se comprendre. Il y a une chose qui pourrait aider tout ça, peut-être, c'est le dialogue. Avec Karim, on a parfois des prises de bec, on a des oppositions d'idées, ça nous arrive. Lui-même, en tant que binational, franco-algérien, musulman, parfois, on est en désaccord sur la forme, sur certaines choses, mais on est quand même en très gros accord, très grand accord sur le fond des choses. Si on ne s'arrête qu'à la forme, à la façon de s'exprimer, on va passer notre temps à s'engueuler. En tant que gens de bonne volonté et intelligents, on ne fait plus attention à la forme, mais on fait attention au fond des discours. Karim et moi, on se comprend, et on s'apprécie, je pense, et on se tolère, parce que sur le fond, on a les mêmes constats. Et on est arrivés tous les deux aussi au même constat, c'est qu'il faut parler. Il faut dialoguer. Il faut avoir des discussions. Je vous le dis, puisque je le fais au quotidien, si vous êtes français, musulman, et que vous vous sentez victimisé, vous vous sentez victime, que vous vous sentez mis de côté par la société française, si de l'autre côté vous êtes français, vous vous sentez victime parce que vous êtes peut-être seul et que vous êtes dans une région où les musulmans, ou les franco ou les arabo-musulmans sont majorité, que vous vous sentez refoulé, quelle que soit votre situation, parlez entre vous, essayez de parler entre vous, essayez, renouez le dialogue.
Partagez vos connaissances, même religieuses. Partagez vos cultures. C'est ce qu'on fait, nous, ici. Il n'y a que ça qui va sauver les choses, qui pourrait sauver les choses. Mais je ne parle pas que des franco-chrétiens athées et des franco-musulmans, je parle de tout le monde. Les juifs, toute communauté, toute religion. Parlez, parlez, parlez. Je ne sais plus quoi dire de plus. Essayez de parler. Et puis vraiment, vraiment, si vous vous sentez plus bien dans le quartier où vous êtes, la ville où vous êtes, le département, le pays où vous êtes, entrevoyez de partir. Hein. N'oubliez pas que moi, je suis un exilé, je suis parti parce que je ne pouvais plus supporter. Alors, je ne pouvais plus supporter la vibration de la France. C'était pas personne. Moi, je suis pas parti parce que je ne supportais plus une catégorie ou une ethnie particulière. Je suis parti parce que je ne pouvais plus supporter la France. Je ne supportais plus son assistanat, son système d'assistanat. Mais vous pouvez partir pour vos raisons propres. Et il n'y a pas de honte à partir. Il n'y a pas de honte. Si vous avez des projets, encore une fois, je le répète, des projets, par exemple, vous êtes quelqu'un qui avait... Karim me donnait l'exemple d'un Français, alors je ne sais pas si c'était un Français maghrébin, d'origine maghrébine, musulmane, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Il m'a donné cet exemple d'un mec qui disait « Mais moi je suis chauffagiste, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire au Maroc ?» T'es chauffagiste, t'as des fortunes à faire au Maroc. On est à Marrakech. Par exemple, Marrakech, il y a 3 jours, il faisait 33 degrés. Il y a 15 jours, il faisait 42 degrés. Aujourd'hui, cette nuit, il a fait 9 degrés. On est passé de la climatisation au chauffage en 48 heures. Je me suis pelé les couilles hier soir, avec ma femme, on a mis le chauffage, alors qu'avant-hier, on était à la clim dans la chambre la nuit. C'est un pays où il fait super chaud d'un coup et super froid du jour au lendemain parce qu'il neige. Il neige sur les hauteurs de l'Atlas qui sont à 40 km de Marrakech. Quand il n'y a pas de neige, il fait supra chaud parce qu'on a le vent du désert qui souffle. Et quand il fait d'un coup il neige en hauteur, pendant 3-4 jours, on se pèle les couilles. Pardon pour la vulgarité. On perd 10-20 degrés dans la journée. Les maisons ici sont très grandes, très luxueuses, vous allez voir. Je vais vous faire une vidéo sur Marrakech, donc sur le Maroc, et vous allez pouvoir profiter. Ils font des belles maisons grandes. Et qui dit grand espace et dit difficilement refroidissable quand il fait chaud et difficilement réchauffable quand il fait froid. Vous êtes chauffagiste, mais venez équiper les maisons. Ici, c'est des milliers de maisons qui ne sont pas équipées pour l'hiver. Et pendant 3 mois et demi, on se pèle les couilles dans l'année ici. 3 mois et demi, à peu près, 3 mois et demi. Après, on n'a plus besoin de chauffage, ni plus besoin de rien. Et on met la clim à peu près 2 mois de l'année. Voilà. Donc, vous êtes chauffagiste, vous avez, bien entendu, de l'argent à prendre. Mais quel que soit votre projet de vie, il y a matière à faire. Il faut être entrepreneur. Si vous avez envie simplement de vous exiler de la France pour venir en tant que salarié dans un pays où les salaires sont bas, je ne parle pas que du Maroc, je parle de plein de pays, non, vous allez galérer, c'est pas la peine. En tant que salarié, non. Il faut être entrepreneur, il faut dire, voilà, oui, j'ai un projet, j'ai des projets, j'ai des capacités, je suis artisan, je suis boulanger, je suis chef, cuistot, surtout la bouffe, la bouffe ça marche très bien à l'étranger, il faut le savoir, hein. Mais il y a d'autres domaines, et parlez-nous-en, et nous on peut vous aider. Je ne peux pas dire mieux. Moi je ne peux pas dire mieux, voilà, je vais arrêter cette vidéo sur cette note, et puis sachez que ceux qui veulent faire partie de l'aventure, non pas spécialement Zincoin, puisque il y a des gens qui me demandent comment est-ce qu'ils peuvent rentrer dans le club Wetio, sachant que le club Wetio, qui est le club de la blockchain qu'on est en train de développer, est justement une confrérie, si je puis dire, une communauté qui va vous permettre d'accéder à de nombreux avantages. Mais si vous n'avez pas déjà acheté du Zincoin, vous ne pouvez pas y rentrer dans le club Wetio. Et comme vous ne pouvez plus acheter du Zincoin avant le 17 novembre, et que l'entrée dans le club Wetio s'arrête le 7 novembre, bah vous ne pouvez plus, si vous n'avez pas acheté de Zincoin au préalable, vous ne pouvez plus rentrer dans le club Wetio pour le moment. Faudra, et plus du tout d'ailleurs. L'entrée, l'adhésion au club Wetio n'est plus possible que pour ceux qui ont déjà acheté du Zincoin à la période de la SEO qui s'est terminée. Donc, si vous n'êtes pas rentré dans le club Wetio, vous n'êtes pas encore rentré dans l'aventure Zincoin, c'est toujours possible, puisqu'à partir du 17 novembre, le Zincoin sera coté sur les marchés, vous le savez. Vous m'écrivez, si vous voulez faire partie de ma communauté, vous m'écrivez à jimleveilleur@gmail.com, ça sera redit en fin de vidéo. Vous m'écrivez tout simplement, vous me dites Jim Team, 17 novembre, et vous serez mis au courant de comment acheter, comment investir sur les plateformes.
et vous serez tenu au courant des futurs projets dans lesquels je souhaite rentrer et faire la promotion dans les mois à venir. Voilà. Car il y a des gros projets qui arrivent derrière, il n'y a pas que le Zincon, il y a d'autres projets. Et pour ceux qui me disent, tiens, Jim, il a le nez creux, il a de bonne volonté, on a envie de le suivre, on a envie de savoir ce qu'il fait comme projet et éventuellement de le suivre dans ses futurs investissements. Suivez-moi si vous avez envie et vous m'écrivez sur mon email. Alors je ne vous répondrai pas, il n'y a pas de réponse à attendre. J'enregistre vos demandes, ne vous inquiétez pas, tout est enregistré, vous ne recevrez pas de mail de confirmation de ma part. Je reçois et je transmets à l'équipe Zincoin, avec laquelle je marche main dans la main, hein, sachez-le, et vous serez tenu au courant de tout ce qui va se passer derrière. Voilà. Ok, donc Jim Team, le 17 novembre, vous écrivez Jim Team sur l'objet de votre mail, pas la peine d'en écrire plus. Je vous remercie beaucoup. Et puis, à bientôt. Inch'Allah. Bye bye. Pour contacter Jim Leveilleur, envoyez votre email à jimleveilleur@gmail.com.